Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Faut-il avoir peur d'Éric Zemmour ? On avait dit qu'on ne prononcerait pas le mot de Zemmour ce soir. Le virus progresse, il a remplacé toutes les autres maladies, on ne parle plus que de ça. Un microbe invisible, des millions et des millions de fois plus petit qu'un moustique. Je l'ai eu dans mon laboratoire pendant presque 5 ans, Zemmour, et j'ai l'impression que je l'ai laissé échapper. Savent-ils même ce que c'est qu'un microbe? J'en doute fort. Peut-être qu'on pourrait ne plus en parler, ça c'est une solution. Est-ce que vous avez peur ? Répondez-moi à cette question. Est-ce que j'ai une tête à avoir peur de quoi que ce soit ? Et oui, nous recevons en ce moment même Éric Zemmour, auteur de La France n'a pas dit son dernier mot aux éditions Rubempré. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Alors, Éric Zemmour, on va commencer quand même parce que à regarder toutes les bontés qui se disent sur vous. C'est vraiment intéressant depuis quelques mois que vous êtes effectivement en lice. Je rappelle que vous avez écrit, et j'ai pas besoin de le recommander, les auditeurs du Sud Radio le connaissent, La France n'a pas dit son dernier mot, votre plus récent livre, qui n'est pas un programme, qui est effectivement le récit de toutes vos rencontres. Mais auparavant, je voudrais parler de ce qui se passe avec vous, c'est très intéressant. Regardez par exemple, un humoriste, on va pas citer, hein, il avait envie de perdre de lui, et carrément on voit le degré d'amour que suscite Éric Zemmour dans une certaine partie de la population. Qu'est-ce qu'il dit ? Si j'avais une machine à voyager dans le temps, je bookerai le Bataclan pour la soirée du 13 novembre 2015 afin d'y organiser une soirée rencontre entre Éric Zemmour et son public. Là, c'est pas ta, c'est on y va, allez, massacre à la tronçonneuse, et ça s'appelle un humoriste. Et puis, il y a autre chose, et je voudrais faire réagir sur tout ça, quand même, Francis Khalifa, le président du CRIF, le Conseil des institutions juives de France, et il dit carrément, dans le grand journal de Steve Nadjar sur Radio J, pas une voix juive ne doit aller au candidat potentiel Éric Zemmour. Imaginez quand même, quel que soit ce qu'on a envie de penser d'Éric Zemmour, imaginez déjà que, je ne sais pas, moi, l'archevêque de Paris dise, pas une voix catholique ne devrait aller. C'est quand même, c'est intéressant, quoi. Je veux dire, quand on arrive à ce stade, il y a quand même des problèmes assez spéciaux. Alors, je ne vais pas... attendez, c'est pas fini. Là, on va entendre un petit sonore, ça se passe à France Info, où Yann Brossa, l'adjoint de Hidalgo à la mairie de Paris, communiste, parle à Gilles Bernstein, journaliste à Sud Radio, et voici ce qu'il dit. Il y a une responsabilité des médias qui, depuis des années, ont promu Éric Zemmour. Pas forcément sur votre chaîne, mais il n'a pas le droit de venir ici. J'ai dit, évidemment, je n'ai pas Sud Radio. Voyez les lapsus graves. Et c'est évidemment France Info TV. Et que dit Gilles Bernstein ? Mais jamais on ne recevra Éric Zemmour. Il n'en est pas question. Et j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, Laurent Guimier, le patron de la radio service public, a dit non, on recevra Éric Zemmour quand il sera candidat. On va essayer, avant qu'il soit candidat. D'ailleurs, je me demande pourquoi on le reçoit, nous, vraiment. On est dans l'illégalité la plus totale. Et puis Fabien Roussel. Alors, Fabien Roussel veut rendre évidemment, le candidat PCF, Parti communiste à la présidentielle. Fabien Roussel, il veut rendre inéligibles les personnes condamnées pour racisme ou incitation à la haine raciale. Quels que soient les motifs, quelles que soient les choses, voilà. Il n'est pas question, dit Fabien Roussel, on doit avoir les mêmes sanctions pour incitation à la haine raciale, pour racisme, pour antisémitisme, etc. Donc, effectivement, ils sont en train de vous tailler des costumes pour l'hiver, mais je voudrais avoir déjà votre réaction, Éric Zemmour. Oh, ça serait long. Il faudrait prendre chacun son tour, tous ces gens qui sont différents et en même temps qui incarnent la même chose, c'est-à-dire une petite minorité de gens qui fait la loi depuis des décennies sur le dos du peuple français et qui est furieux parce que cette petite partie, cette infime minorité de gens constate qu'il y a une partie croissante du peuple français qui entend ce que je dis et qui me suit. Et alors évidemment, ça leur provoque une éruption de boutons. On pourrait les prendre les uns après les autres. Vous avez cité Fabien Roussel. Qu'est-ce que Fabien Roussel ? C'est le secrétaire général du Parti communiste français, qui tourne autour de 1 à 2% dans les sondages, et qui se permet de dire qui doit être candidat et qui ne doit pas l'être. C'est la vieille technique des communistes. C'est-à-dire, on invente des délits d'opinion, et puis après, on fait condamner pour ces délits d'opinion qu'on a inventés. Oui, parce que vous avez été condamné. J'ai été condamné une fois parce que je n'ai pas voulu faire appel, parce que j'estimais que la justice n'avait rien à voir dans une querelle politique et idéologique.
pris, puisque maintenant, on me le ressort régulièrement. Sur 12 affaires, quand même, où j'ai été condamné une fois. Bon, bref. Mais, je disais donc, le Parti communiste, qu'est-ce que c'est? On invente des délits. On fait condamner pour ces délits, parce que ce n'est pas un délit, c'est un délit d'opinion, je le répète. C'est simplement que j'ai dit des choses qui déplaisent à la doxa dominante. J'ai pas volé, j'ai pas arraché le sac d'une vieille dame. Vous voyez, il y a des différences. Bon, mais ça fait rien, on mélange tout. C'est la méthode communiste. Et ensuite, on dit, ces gens-là sont des asociaux, on les envoie au mieux en asile psychiatrique. On a connu ça au temps du communisme. Ou en camp de rééducation. Ou en camp de rééducation. C'est exactement ça. Je rappellerai simplement à M. Roussel que sur l'immigration, je parle exactement au mot près comme son prédécesseur lointain, M. Georges Marchais, qui en 1980 disait « Il faut arrêter l'immigration illégale et légale ». Je répète, disait-il, l'immigration illégale et légale. Je ne dis pas autre chose. Donc il devrait un peu voir ses classiques. Le patron du CRIF, oui, de sinistre mémoire, ce monsieur croit et fait croire qu'il y a un vote juif. En fait, ce monsieur croit et fait croire qu'il peut donner comme ça des consignes de vote et qu'il y aurait des centaines de milliers de juifs qui obéiraient la main sur le pantalon, la main sur la couture du pantalon. Malheureusement pour lui, ce n'est pas le cas. Je constate d'ailleurs que M. Khalifa fait exactement le lit des plus fous antisémites qui sont persuadés qu'il y a comme ça une union de tous les juifs qui sont ensemble pour régner sur la France. Monsieur Khalifa est l'idiot utile des derniers antisémites qui subsistent en France. Vous savez, moi, je me moque de l'origine religieuse et de la confession des gens. Je suis très populaire quand les fois où je vais à la synagogue, je suis très populaire. Je conseille à M. Khalifa de venir avec moi et on verra qui sera le plus populaire. On continue. Le comique qui n'en est pas un, comme tous ces comiques qui en vérité ne sont plus comiques. On a vu un basculement depuis 20 ans, on le sait, je ne suis pas le premier à le dire ni à l'écrire. Les comiques sont devenus les chiens de garde du politiquement correct. Et là, en l'occurrence, le chien de garde, non seulement il aboie, mais il mord. Vous savez, moi, quand j'étais enfant, je rêvais comme lui de la machine à remonter le temps. Mais moi, j'avais d'autres rêves. Je rêvais de revenir à l'époque de Napoléon, je rêvais de revenir à l'époque de Louis XIV pour connaître Molière. Vous voyez, j'avais des rêves, je dirais plus romantiques. Mais bon. Dernière chose, le dernier que vous m'avez cité, c'est France Info. Alors là, France Info, oui. C'est un sujet qui date de loin. Le service public, oui. Voilà, le service public, qui ne m'invite plus depuis les années 2016. J'ai été invité par CETA en 2016. Vous voulez dire qu'il y a 5-6 ans, vous n'êtes plus invité? Exactement. Alors, on va me dire que j'ai été invité à l'émission, la dernière émission de Laurent Ruquier. Oui. Enfin, c'était pour un tabassage en règle. Donc, voilà, mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai été invité. Maintenant, ce qu'a dit M. Bronstein, c'est évidemment le cri du cœur. Je sais que j'ai des contacts d'ailleurs avec France Inter qui a fait semblant de m'inviter pour mon livre et qui a prétendu ensuite non, vous comprenez, on ne peut pas passer après RTL. Ah bon. Donc maintenant l'excuse c'est non, on attend qu'il soit candidat. Bon, vous savez, ça ne me manque pas. Si on m'invite, j'irai parce qu'il y a des auditeurs, mais je voudrais dire, je pense, vous savez, qu'il y en a assez que ces gens-là, là aussi une petite minorité, méprisent les gens qui payent pour eux. Parce que les gens qui payent pour eux, ce sont tous les Français qui payent la redevance. 26 millions de foyers français payent la redevance. Et je crois que c'est 169 €. C'est pas rien. Moi, je serais favorable à ce qu'on supprime cette redevance. Voilà. Pour que le service public soit dans les conditions égales avec les autres et qu'il cesse de racketter les Français, puis de leur cracher au visage. Parce qu'il y a des millions de Français qui pensent comme moi et à qui ces gens-là crachent au visage. Donc moi, je serais favorable. J'ai vu qu'il y avait un mouvement semblable en Angleterre, ne plus payer la redevance. La BBC, je pense qu'il faut supprimer la redevance. Alors,
parlons maintenant, après avoir eu les... Ouais, on aurait pu continuer, tous les politiques, vous avez été aimable avec eux. Non, tous les politiques de droite, de gauche. Oui. Non mais alors justement, parlons-en. Et parlons un peu de votre début de campagne quand même si vous vous êtes pas déclaré, mais enfin ce qui se passe depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois, et même avant d'ailleurs, oui, et même plus tôt. Surtout le mois de septembre. Oui, voilà, c'est ça a vraiment bon. Voilà. Alors évidemment, vous attribuez à quoi cette espèce de, je dirais, de fureur contre ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout le mal, hein, mal que le ciel en sa fureur, etc., etc., etc. Vous faites quel bilan depuis septembre et un peu avant? C'est-à-dire que, en fait, vous dérangez, vous faites bouger les lignes, et en quel sens? Et qu'est-ce qui se passe? Au-delà même des sondages, on a vu les chiffres des sondages, effectivement, où ça devient, enfin, grimpé fortement. Mais sur le fond, qu'est-ce que, en fait, de quoi votre campagne, il faut le dire, est-elle le nom? Alors, moi je pense qu'il y a 2 choses. La première sur le fond, la deuxième, je dirais, dans le paysage politique. La première sur le fond, parce que c'est le plus important, c'est que, vous savez, j'avais dit il y a quelques mois, celui qui gagne la présidentielle, c'est celui qui impose la question à laquelle il a une réponse. Toute la classe politique depuis 20 ans, toute la classe politique, je dis bien toute, la campagne de 2017 me l'a prouvé, est d'accord pour mettre sous le tapis la question de l'immigration et de l'islam. De parler d'autre chose. Tout entièrement. Sauf quand même le Rassemblement national. Soyons honnêtes. Madame Le Pen en parle dans ses meetings, et je vous rappelle la campagne de 2017 où elle n'a fait que parler d'euros. Mal en plus, mais ça c'est un autre sujet. Mais elle non plus. Elle aussi, j'allais dire, était d'accord avec ce consensus, d'ailleurs qu'elle commençait à respecter encore plus dans cette campagne de 2022, avant que je ne vienne un peu perturber son plan prévu de longue date. Bon. Donc ça, c'est une première. L'immigration, vous dites comme un non-dit, comme un déni. Exactement. Et donc moi, je mets cette question à un niveau que je crois celui de la présidentielle, c'est-à-dire le destin de la France à 20 ans, à 30 ans. Quand je dis, ça doit vous parler, parce que vous êtes venu de cette contrée-là, que la France sera dans 20 ans un Liban en grand, je pose la question de l'existence de la France. Je pense que c'est le niveau de la présidentielle. La présidentielle, ce n'est pas une législative, ce n'est pas une élection pour élire le président du conseil régional. C'est pour le destin de la France. Ça, c'est une première chose. Et donc, évidemment, je bouscule tous les calculs et j'impose cette question. Et tout le monde est sur la défensive. Alors, il y en a qui disent c'est un fasciste parce qu'il pose cette question. Et il y en a qui, essayant de me suivre, prendre ma roue, comme on dit en cyclisme, renient tout ce qu'ils ont fait depuis 40 ans. L'exemple le plus magnifique étant M. Barnier, qui maintenant dit que les juges européens n'ont rien à voir dans cette histoire, alors que pendant 40 ans, il a tout fait pour leur faire la courte échelle, et il a sommé tous les gens comme moi qui essayaient de résister, de dégager le plancher. Bon. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il n'y a pas que l'immigration. Je voudrais qu'on... Non, mais en tout cas, c'est la question. C'est la question. Immigration, islam. Et au-delà de cela, le destin de la France en tant que, si vous voulez, peuple. Vous connaissez la formule célèbre du général de Gaulle. Il est bon qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns, mais il faut qu'il reste une minorité, car nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on va rester cette France-là, ou est-ce qu'on ne sera plus la France? Je pense que c'est l'enjeu. Bon. Et puis maintenant, il y a le paysage politique. C'est une autre question, mais qui est liée à la première, évidemment. Mais qu'est-ce que c'était que le paysage politique avant mon éruption? C'était un paysage de faux semblants et de théâtre. Je m'explique. D'un côté, le Rassemblement national de Marine Le Pen avait pris le dessus définitivement sur la droite classique. Charles Pasqua l'avait prophétisé à Jacques Chirac, j'étais là. Dès les années 80, en lui disant « si tu ne veux pas faire alliance avec le Front National, c'est finalement le Front National qui va remplacer le RPR et on sera marginalisé dans ce système. » Et on se rappelle du programme du RPR de 90. Ah mais ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, ouais, on en parlera si vous voulez, mais c'est un autre sujet. D'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen était devant, il y avait 10 points d'avance entre le candidat
Marine Le Pen, la candidate Marine Le Pen, et le candidat de LR, quel qu'il soit. Donc, LR n'avait aucune chance d'arriver au second tour. C'était Marine Le Pen qui était au second tour. François Fillon était pas loin, pardon. Il était à 20. Il était à 20, oui. Marine Le Pen était à 21, parce qu'elle avait fait une très mauvaise campagne, et je vous rappelle son débat catastrophique de l'entre-deux tours. Mais, si vous voulez, là, on avait des sondages depuis un an, on voyait bien qu'il y avait plus de 10 points d'écart. Deuxièmement, tout le monde savait, y compris au Front National, et ça a été, pour moi, c'est arrêté depuis le débat dont on a parlé, où elle a humilié ses propres électeurs. Mais on a bien vu avec les régionales, alors qu'on nous annonçait une région, 2 régions, 3 régions, elle n'a pas été capable d'en gagner une. Donc on a compris très bien, et c'était tout le calcul d'Emmanuel Macron, avoir en face de lui Marine Le Pen, parce qu'il pourrait de nouveau l'écraser en débat, et de nouveau, il la battrait dans les urnes. Revoir 2017, retrouver 2017. Exactement. Ouais. C'est ce jeu de rôle, parce que tout le monde était d'accord, y compris au Front National, tout le monde le savait. Tout le monde avait intégré ce schéma-là. C'est ça que je perturbe. C'est pour ça qu'ils poussent tous des cris d'orfraie du Rassemblement National à la gauche. Parce que c'est ce petit jeu-là que je viens perturber comme un chien dans un jeu de quilles. Évidemment, Marine Le Pen s'écroule, le LR s'affaisse, dans certains sondages, je passe devant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Emmanuel Macron est furieux, il a perdu sa candidate idéale. Les gens de Marine Le Pen disent « Ouh là là, il fait le jeu d'Emmanuel Macron ». Ah bon? Moi, j'ai toujours considéré que c'était Marine Le Pen la meilleure carte dans le jeu d'Emmanuel Macron. Donc voilà, si vous voulez, pourquoi ils poussent tous des cris d'orfraie? Parce que je leur ai cassé leur beau jouet. En tout cas, c'est pas moi en vérité. Ce sont les Français qui détestaient ce jouet que la classe politique trouvait si beau. Eux, ils le détestaient parce qu'ils savaient que ça finirait par une réélection d'Emmanuel Macron. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est que, en fait, effectivement, perturbateur, faisant bouger les lignes, etc., vous dites, effectivement, c'était un schéma. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est parce que vous parlez, bon, on a parlé immigration, mais j'ai relevé dans votre livre quelque chose qui était assez fort, un De Gaulle qui dit à un ambassadeur américain où il parle la France, et De Gaulle dit, ça fait 1000 ans que je vous le dis, et vous dites, je me bats seulement pour qu'on en parle encore dans 1000 ans. Mais vous avez résumé et mon livre et ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire que j'essaye de me battre avec beaucoup de gens apparemment qui m'entendent et qui veulent se battre avec moi pour que nous conservions la France telle que nous la connaissons et telle que nous l'avons toujours connue. Ce n'est déjà plus le cas. Vous voyez, vous regardez les films des années 70 et vous comprenez très bien qu'on est passé dans un autre monde. Et si vous voyez, vous avez vu l'analyse il y a quelques semaines de France Stratégie qui remontait à plusieurs années, vous voyez très bien que le fameux grand remplacement qui est considéré par nos élites comme un mythe, un fantasme complotiste, en fait c'est seulement une réalité. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans les banlieues où l'immigration est importante de longue date, on est arrivé déjà au grand remplacement, puisque les jeunes de 0 à 18 ans sont à 80% issus de l'immigration extra-européenne. Donc c'est fini. Dans ces coins-là, il n'y a plus de Français de souche. Voilà, c'est terminé. Alors on va en parler. Je finis. Et dans les villes qui étaient épargnées par cette immigration de masse, cette invasion migratoire, c'est-à-dire soit la Bretagne, les villes comme Nantes et Rennes, soit des villes un peu retirées, un peu à l'écart des grands mouvements économiques et de population. Dans l'étude, ils prennent comme exemple Limoges. Là, on a déjà 20% d'immigration extra-européenne. Donc, ça veut dire que le mouvement, c'est une généralisation. Moi, je pense qu'il faut arrêter ce mouvement et même commencer à engager un reflux. Sinon, la France ne sera plus la France à l'horizon de 20 ans. Alors, on va en parler tout de suite après ceci. Et vous êtes nombreux à réagir sur le Facebook Live, à poser des questions, à même faire des propositions politiques. Alors, vous pouvez les faire au 0826 300 300. Et puis, Éric Zemmour reste avec nous. Vous avez posé notamment des questions sur la gestion de crise sanitaire. Eh bien, nous allons en parler. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Évidemment, avec Éric Zemmour, nous sommes tous dans tous nos états, mais effectivement, pour ce qui va se passer, et l'enjeu n'est pas mince, rappelons-nous, nous sommes à même pas 7 mois des élections présidentielles, et effectivement, vu le système de la Ve République, l'élection présidentielle commande tout, on le sait. Éric Zemmour, quand je vous entends comme ça, est-ce que vous n'êtes pas un peu Roland Roncevaux? Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans une espèce de, non pas de cause perdue, mais voilà, on te dit la France est déjà plurielle, pourquoi vous incluez? Est-ce que tout le monde n'est pas... il y a effectivement des gens qui mettent, je dirais, la religion et certaines religions avant la République, mais beaucoup d'autres qui sont de la même religion sont effectivement, embrassent absolument la République avec ce qu'elle est. Et quand vous dites... vous dites que le slogan le plus antiraciste qui soit, c'est nos ancêtres les Gaulois. Pourquoi? Parce que ils disent, mais moi, mes ancêtres, c'est pas les Gaulois. Comment voulez-vous que je dise? Mais moi non plus. Mais vous non plus, exactement. Pourtant, moi non plus. Mais pourtant, j'ai dit quand j'étais petit, et vous aussi, nos ancêtres les Gaulois, et j'en suis heureux. Alors, je vais reprendre un peu votre question, parce que l'autre question, c'est est-ce qu'il n'est pas trop tard? Oui. Si vous voulez, je pense que nous sommes dans une course-poursuite entre deux choses, la démographie et la politique. La démographie, c'est simple. Il y a, à l'horizon 2050, 2 milliards d'Africains pour 400 millions d'Européens. Ce rapport, 400-500 millions. Donc on a un rapport de 1 à 4. C'est exactement le même rapport, à l'envers, que nous avions en 1900. C'est-à-dire qu'il y avait 400 millions d'Européens, il y avait 100 millions d'Africains. En un siècle, un peu plus d'un siècle. En un siècle. Ouais. Ça a donné la colonisation. Donc vous voyez, quand je parle d'invasion et de colonisation, en France, cette fois, je ne suis pas dans les mythes. Je ne suis pas dans les fantasmes. C'est simplement le produit du rapport démographique. La démographie, c'est le destin, disent les Américains, et ils ont raison. Maintenant, nous avons appris en France, j'entendais votre gimmick sur ici Radio Londres, nous avons appris en France, et avec le général de Gaulle, mais pas aussi avec Bonaparte, avec Jeanne d'Arc, avec des tas de héros, Bayard, avec Bayard, avec du Guesclin, on pourrait refaire toute l'histoire de France, que dans les moments les plus désespérés, il y avait toujours, je ne sais pas pourquoi, par quel miracle, un Français qui se levait et qui disait, et qui arrêtait l'inéluctable. Si vous avez 10 secondes, allez-y. C'est votre musique. Les Français parlent au français qui me fait penser. Quand vous regardez à tête reposée, à tête froide, le fameux appel du 18 juin du général de Gaulle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « La France n'est pas seule. Les Allemands ont gagné une bataille, mais ils n'ont pas gagné la guerre. » Il dit « Nous allons vaincre les Allemands par des forces supérieures, comme ils nous ont battus par des forces industrielles et militaires. Nous allons les battre par des forces encore plus importantes. » Le 18 juin 40, tout ce que je viens de vous dire est faux. La France est seule. Tous ses alliés les ont abandonnés. Les Anglais ont plié bagages. Les Américains ont refusé d'intervenir malgré les objurgations de Paul Reynaud. La Russie est alliée, l'URSS est alliée de l'Allemagne, nazie. Donc la France est toute seule. Elle a perdu la bataille et elle a perdu la guerre. Et pourtant, tous ces éléments faux vont se révéler prophétiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose qui est plus fort que le réel, qui est plus fort que le pessimisme, qui est plus fort que le désespoir. Ça s'appelle la vision. Exactement. La vista. Exactement. Ouais. Et ça s'appelle le fait que il faut une concordance entre la vision, entre l'analyse intellectuelle et l'action. Et c'est ça. Et vous pensez que la France est actuellement dans ces moments-là, comparaison n'est pas raison, on bien n'est pas sûr, en 40, bien sûr. Mais on est dans ce genre de situation. Je le pense, je le pensais depuis plusieurs mois, et je vais vous dire, ma tournée en France, vous savez, je pars pour mon livre tous les week-ends, je suis parti à Nice, à Toulon, à Lille, en Corse ce week-end, je vois des gens de toutes conditions, qui me font dédicacer mon livre et qui viennent parler avec moi, de toutes conditions, de tous âges, de tous sexes, des deux sexes, et je vois des gens qui sont à la fois désespérés, et à qui, me disent-ils, je donne de l'espoir. Je suis très touché par ça. Ils me disent, ne nous abandonnez pas. Ils ont très bien compris le diagnostic pour la France qui est,
si on continue comme ça, de ne plus être la France. Ils ne veulent pas être remplacés. Vous m'avez donné la formule que j'aime beaucoup du général de Gaulle disant à un ambassadeur américain qui l'exaspère, mais je vous le dis depuis 1000 ans, et moi je rajoute, j'aimerais qu'on puisse le dire depuis 1000 ans. J'aimerais même, vous savez, c'est une querelle que j'ai avec certains de mes amis. Quand on se querelle sur des événements historiques, en général, on s'échauffe et c'est bien, j'adore ça, c'est la France. Et à la fin de la discussion, je leur dis, voilà, l'enjeu c'est, est-ce que dans un siècle, dans 2 siècles, on pourra continuer à s'engueuler sur Bonaparte, sur De Gaulle, sur Montesquieu, etc. Ou est-ce qu'on ne pourra plus? Parce qu'une civilisation islamique aura recouvert tout ça, comme elle l'a toujours fait, en Tunisie, en Égypte, il y avait des civilisations avant, et qui ont été recouvertes entièrement. Et là, on ne pourra plus s'engueuler. Nos enfants et nos petits-enfants ne pourront plus s'engueuler sur De Gaulle, sur Bonaparte, sur Vichy, sur Montesquieu. Ou même sur l'actualité. Exactement. Exactement. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est le destin de la France. Et donc effectivement, je pense que si on se bat, si on prend conscience de ça, si on décide que tout est encore possible, on peut le faire. Mais évidemment, il y a une urgence absolument inouïe. Et je le répète, c'est une urgence dont n'ont pas conscience nos élites, mais dont a cruellement conscience le peuple. Enfin, une partie du peuple, en tout cas. En tout cas, le peuple que je vois. Que vous voyez. On se retrouve juste après les informations avec Éric Zemmour. Absolument. Et je rappelle le livre d'Éric Zemmour, La France n'a pas dit son dernier mot aux éditions Rubempré. Et puis vous pouvez poser vos questions à l'éditorialiste à partir de 13h15 jusqu'à 13h30 au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant. L'entretien se poursuit. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Qui sera le prochain président de la République? Voilà donc la grande question. Il faut trouver quelqu'un. Éric Zemmour. Éric, moi je lui fais confiance. Il incarne quelque chose. Je pense qu'il y a un lien entre le pouvoir et la virilité. Et à un moment donné, on peut imaginer qu'une candidature issue de la société civile peut très bien exister. Il faut renverser la table. Il est 20h. Voici le nouveau président de la République. Éric Zemmour. Alors là, on lui fait une pub d'enfer, Éric Zemmour. Arrêtez, on va encore être soupçonné de partialité. Mais à propos, juste, franchement, Éric Zemmour, je ne demande pas les dates quand vous allez déclarer, mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus reculer quand même. Très franchement. Vous ne pouvez plus reculer, vous ne pouvez plus dire je ne suis plus là, etc. Ce qui est vrai, franchement. Et on me l'a déjà dit, et mon ami Mathieu Bocoté me l'a dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, si je renonçais, beaucoup de gens le prendraient comme une trahison. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui m'a vraiment frappé et ému, c'est quand je vais comme ça dans les villes, dans les librairies, dans les salles de province, et où les gens me disent « ne nous abandonnez pas ». Il y a quelque chose vraiment de très fort, d'un lien charnel entre eux et moi. Pas les abandonner. Et donc, c'est difficile de les abandonner, je le reconnais. Alors, on va parler un peu de l'actualité. Il y a l'immigration, évidemment, et il y a aussi autre chose, la gestion de la crise sanitaire. On n'est pas épidémiologue, je ne vais pas demander au docteur Zemmour ce qu'il pense de l'antivax, l'ARN messager ou du Provax. Mais en revanche, l'éditorialiste, le politique Éric Zemmour doit avoir des choses à dire sur 3 choses. D'abord, la gestion de la crise sanitaire depuis 18 mois, ce qui s'est passé, le confinement et surtout, je dirais la gestion, la psychologie, ce qui s'est passé chez les gens, parce que ça a impacté tout le monde, pas seulement en France et dans le monde. Deuxièmement, on a vu ce qui s'est passé avec les soignants, ce qui passe avec les pompiers, etc. Et troisièmement, là, à votre avis, ce n'est pas le pass sanitaire. Alors, voilà, on aimerait avoir votre avis sur cette question. Moi, j'étais très frappé d'une chose, d'abord, c'est la brutalité mêlée à des injonctions contradictoires du pouvoir. Les injonctions contradictoires, tout le monde les a en tête. On nous dit qu'on n'a pas besoin de masque, après on veut nous cacher qu'il n'y en a pas, après on nous dit que c'est obligatoire. Et à partir de là, on a décliné. On nous dit qu'on a besoin de lits de réanimation. Après, on nous dit qu'on n'en a pas assez, mais que de toute façon, il faudrait des gens pour être formés. Enfin, on nous ment tout le temps. Et derrière, et j'allais dire derrière, oui, ces mensonges
vraiment répétée, il y a une grosse brutalité. C'est-à-dire qu'on enferme des gens. On enferme des gens pendant des mois. On leur interdit de sortir. Je voudrais, si vous me permettez, tirer 2 leçons. D'abord, on ne sait pas si on a bien fait. Vous me dites que je ne suis pas épidémiologue, vous avez tout à fait raison, je ne suis pas médecin, je ne prétends pas du tout être médecin. On ne sait pas si on a bien fait. On ne sait pas si on a bien fait d'enfermer les gens. On ne sait pas les maladies annexes qu'on a provoquées. Vous parliez des réactions des gens, des dommages collatéraux, vous le dites autrement. On ne sait pas les dépressions, on ne sait pas les autres maladies qu'on a provoquées. On ne sait pas si on n'aurait pas dû plutôt confiner uniquement les gens âgés ou avec des maladies comme le diabète, etc., d'autres maladies. Et les comorbidités. Voilà, les fameuses comorbidités. On ne sait pas tout ça. On a pris des décisions à l'aveugle, à la hache, avec une brutalité incroyable et sans du tout recul. C'était pas facile. Je ne dis pas que c'était facile, hein. Mais en tout cas, on a pris le pire et surtout, il y a un effet d'imitation. En vérité, on a imité un régime totalitaire communiste qui s'appelle la Chine. Je continue de penser que si la Chine n'avait pas confiné, les autres ne l'auraient pas fait. Ils ne l'y auraient même pas pensé. Ah, vous pensez que il servait de modèle? Absolument. Ils ont servi de modèle. Bon. Deuxièmement, je fais un petit pas de côté parce que, vous savez, on vit depuis 30 ans, depuis 40 ans, ce que Marcel Gauchet appelle la démocratie empêchée. C'est-à-dire que l'État passe son temps à dire non, ça c'est pas possible. On ne peut pas faire parce que les juges ne veulent pas. On ne peut pas faire parce que les médias ne veulent pas. On ne peut pas faire parce que les minorités l'interdisent. Vous voyez, tous ces phénomènes que moi je combats depuis 30 ans, vous me l'accordez, avec une constance qui ne se dément pas. Et là, soudain, on s'est rendu compte que l'État pouvait de nouveau. Donc cela signifie que l'État ne voulait pas. Ça veut dire que les politiques... Quand l'État peut intervenir, il intervient. Quand les politiques veulent vraiment intervenir, retrouver la puissance de l'État, ils le peuvent. Donc, moi, j'en déduis que quand le destin de la France, ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur l'immigration, etc., est en jeu, eh ben, nous pouvons retrouver cette force de l'État-là. C'est-à-dire que là, nous n'avons pas à nous encombrer de la résistance des juges, des médias et des minorités. Très bien, mais ça, c'est... Oui, mais est-ce que c'est le meilleur des exemples? Comment ils ont isolé des soignants, des médecins, je ne dis pas que c'est bien ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que soudain, l'État a retrouvé une vigueur qu'on lui croyait interdite. C'est ça que je veux dire. Bon. Maintenant, sur le fond, je vous ai dit ce que je pensais du confinement. Deuxièmement, pour le vaccin, apparemment, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas s'il est vraiment efficace. On nous explique qu'on continue à être... on peut contaminer même si on est vacciné. On nous explique qu'il faut une 3e dose. On nous explique que diminue simplement l'efficacité diminue, mais que nous dit-on, les crises les plus graves sont évitées. Moi, je veux croire tout ça. Hein. Franchement, je n'ai pas de compétences particulières et je ne prétends pas à une compétence particulière. Ce que je dis, moi, c'est que j'aimerais qu'on puisse discuter sereinement entre Français sans s'insulter, sans traiter les uns et les autres d'abrutis ou de dictateurs. Vous voyez, ou de ça serait bien. Etc., oui, exactement. Je pense que les anti-passes sanitaires posent une vraie question. Encore mon exemple chinois. Suivez-moi, mais si on a imité la Chine pour le confinement, on pourrait l'imiter pour les conséquences du pass sanitaire, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire les bons points, les mauvais points. Et là, vous avez dit ça. Moi, j'aurais beaucoup de mauvais points. Hein. Un jour, j'ai rencontré sur un plateau de télévision un monsieur qui faisait un livre sur les méthodes chinoises et qui me disait de toute façon, vous, c'est simple. Si vous étiez en Chine, vous ne pourriez plus voyager, vous ne pourriez plus parler. Donc, j'étais tranquille au moins. Camp de rééducation. Voilà. Donc, si vous voulez, vous voyez, ça me... là, il m'a touché au cœur. Donc je pense que ces gens-là qui sont contre le pass sanitaire posent une vraie question. Je n'accuse pas Emmanuel Macron de vouloir rentrer dans ce système, vous voyez. Je dis attention, attention, attention. C'est dangereux. N'imitons pas en tout les Chinois. Moi, je vais vous dire la vérité, hein, je suis honnête avec les gens. J'ai été vacciné, en plus j'ai eu le Covid, donc j'ai eu le droit qu'à une dose, et j'ai mon pass sanitaire. Et ça ne me dérange pas plus que cela. Mais je comprends très bien les pétitions de principe contre ce qui pourrait advenir. Je comprends très bien les gens qui sont choqués par la brutalité de ce pouvoir qui est à la fois impuissant
Et en même temps brutal. C'est fort quand même. Mais vous savez, Éric Zemmour, beaucoup de gens qui sont contre le pass sanitaire sont vaccinés. Mais voilà. Mais ils disent, attendez, on veut quoi obliger? C'est tout le problème de l'obligation. Je comprends très bien. Et surtout, moi je vous dis, ce qui m'inquiète plus encore que l'obligation, c'est ce qu'on pourrait y mettre dans ce pass sanitaire. Oui, et vous voyez, ça, je trouve que c'est le plus grave. Alors, nous allons avant de donner la parole aux auditeurs qui ont beaucoup de questions à vous poser, juste sur l'Europe. Vous avez parlé beaucoup de l'Europe. Alors, certains vous disent, mais comment, Éric Zemmour, il faut aller jusqu'au bout. Vous avez vu que la Pologne, aujourd'hui, veut placer les lois européennes, polonaises avant les lois européennes. Quelle est votre position là-dessus? Moi, ma position est très simple et très claire. Je ne veux pas du Frexit parce que je pense que ça aggraverait la désorganisation française. Il faudrait sortir l'euro. Les Anglais n'étaient pas dans l'euro, ils n'étaient pas... Vous voyez, donc c'était plus simple pour eux. Et pourtant, ils ont mis 4 ans. Donc moi, j'ai un objectif, c'est la lutte pour la survie française contre l'invasion migratoire. C'est déjà un sujet majeur. Mais l'Union européenne est pour l'invasion migratoire. C'est ce que j'allais vous dire. Oui. Mais j'ai bien compris tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec la démarche polonaise. C'est-à-dire que, effectivement, l'ordre juridique polonais est supérieur à l'ordre européen. Et pour une raison juridique européenne. C'est la démocratie. Ça veut dire que c'est le peuple polonais qui a le dernier mot. En tout cas, pour les lois postérieures aux lois européennes. Et vous savez, ça a existé en France. Vous savez, ça me rappelle une blague d'OSS 117, ça s'appelle la France du général de Gaulle. Qu'est-ce qui se passait sous la France du général de Gaulle? Il y avait, si vous voulez, l'ordre juridique français qui était supérieur à l'ordre européen. C'est-à-dire que les lois françaises postérieures l'emportaient sur les directives européennes. Je dis bien postérieures. Et le juge, à l'époque, le Conseil d'État, faisait respecter cette supériorité. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu un revirement des juges, mais tardif. Pour la Cour de cassation, ça date de 1975. Arrêt Jacques Vabre, pour les juristes qui connaissent. En 1989, pour le Conseil d'État, arrêt Nicoulot. C'est-à-dire que ces deux grandes juridictions se sont couchées devant la Cour de justice européenne. Donc on a vécu avant, sous De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, 89. Ah oui, Mitterrand, oui. Mais... jusqu'en 89, avec exactement ce que proposent les Polonais. Et aujourd'hui, on dit que les Polonais sont des fous et qu'ils veulent sortir de l'Europe et qu'ils veulent détruire l'Europe. Non, simplement, ils défendent une conception gaullienne de l'Europe, qui est l'Europe des nations. Donc vous seriez pour qu'on le revienne à ça, cette conception gaullienne de l'Europe? Je suis tout à fait favorable pour qu'on revienne à ça, parce qu'en plus, et vous allez voir que j'ai une certaine suite dans les idées, c'est la seule façon de régler la question migratoire, parce que vous l'avez très bien dit tout à l'heure, si l'on ne fait pas ça, si on ne supplante pas et on ne s'affranchit pas des contraintes juridiques du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice et de la Cour de cassation, voilà les cinq. Si on ne s'affranchit pas de ces 5 cours suprêmes, on ne peut pas arrêter la vague migratoire. On ne peut pas arrêter, on ne peut pas faire l'immigration zéro. On ne peut pas arrêter les 275 000 cartes d'entrée en France légale. 275 000. Et je vous passe les 130 000 droits d'asile. Comment ? Vous dites la ville de Nice chaque année. La ville de Nice chaque année, parce que si on rajoute les droits d'asile, 130 000 ou 170 000, dont la plupart sont déboutés, mais la plupart ne repartent pas. Quand je vous dis la plupart, ça veut dire 90% à chaque fois. On a 80% de déboutés et on a 90% de ces 80% qui ne partent jamais. Donc en vérité, on prend 130 000 supplémentaires. Donc on a à peu près 400 000 tous les ans. Vous voyez ? Et ça, si on veut arrêter tous ces gens, on doit s'affranchir des juridictions que j'ai citées tout à l'heure. Mais c'est possible. Mais c'est possible, on fait une révision constitutionnelle, on dit que les lois postérieures sont supérieures aux traités et même aux traités européens, et on retrouve la maîtrise de notre agenda législatif, et ça veut dire que c'est le peuple français, comme le peuple polonais, qui retrouve la maîtrise de son destin, qu'il n'a plus. Une question avant de passer la parole aux auditeurs de Sud Radio. Éric Zemmour, vous êtes pour la pratique suivie, je ne dis pas régulière, du référendum? Oui. Vous êtes tout à fait oui, pour mais ça. vous savez, alors il y a 2 choses, je vais vite. Oui. La pratique gaullienne du référendum, c'est-à-dire le président soumet un référendum, une grande question. Moi, par exemple, évidemment, ça serait la question de l'immigration. Je pense qu'il faut tout de suite la soumettre au peuple français, ça fait 40 ans qu'il attend ça. Et puis, je m'interroge
je vous avoue que ma religion n'est pas faite, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients, mais sur l'autre partie du référendum, qui est le référendum à la Suisse, le référendum d'initiative populaire, exactement, qui a beaucoup de vertus, qui a des inconvénients, mais qui a beaucoup de vertus aussi, parce que, surtout, à une époque où les politiques ne veulent plus soumettre le référendum. Et quand il y a voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Quand il y a le dernier référendum de 2005, ils se sont tous assis dessus en faisant passer le texte qui avait été repoussé par le peuple. Eh bien écoutez, vous attendiez ce moment, vous allez prendre la parole dans un instant sur Sud Radio en nous appelant au 0826 300 300 et posez vos questions à Éric Zemmour. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nos auditeurs ont la parole au 0826 300 300 et nous sommes avec Julien qui est à Lille et qui a croisé d'ailleurs à Lille Éric Zemmour le 11 septembre dernier. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Zemmour. Bonjour Julien. Déjà c'est un grand plaisir de vous avoir en ligne, ça fait vraiment plaisir. Et donc moi j'avais 3 éléments à vous exposer. Déjà je voulais vous remercier par rapport à la rencontre qu'on a eue ensemble donc le 11 septembre. Vous étiez, je sais pas si vous vous souvenez, j'étais avec ma mère et mon ami Xavier. Il y avait beaucoup de monde, sans vouloir vous vexer. Ah je me doute, mais là on a vraiment eu un moment d'intimité avec vous. Vous étiez seul avec une personne à table, vous discutiez, on a même pris des photos ensemble. Alors. Un très bon souvenir pour nous. D'ailleurs j'en profite pour embrasser très fort ma mère qui nous écoute. Vous avez raison. Allez-y Julien, on vous écoute. Alors, deuxième élément. Moi, je voulais vous dire que j'ai été éduqué dans une culture républicaine et aujourd'hui, je me sens discriminé. J'ai toujours payé mes impôts, j'ai travaillé, j'ai jamais été au chômage, j'ai jamais eu de problème avec la justice, la police et aujourd'hui, je suis en pleine discrimination juste parce que j'ai pas fait les injections. Donc, moi, j'ai une question très simple, Monsieur Zemmour. Aujourd'hui, je discute avec énormément de monde dans les manifestations, mais pas que. Et aujourd'hui, il y a une question très très importante qui va nous permettre de nous décider. Parce que pour nous, l'heure est grave. On subit maintenant depuis 5 ans pratiquement une politique qui nous convient pas du tout. On ne se sent pas écouté. On est très très mal dans nos vies. On y pense du matin au soir. Et très sincèrement, aujourd'hui, on veut une réponse claire, Monsieur Zemmour, pour pouvoir vous soutenir et être à vos côtés. Aujourd'hui, vous, Monsieur Zemmour, président de la République, est-ce que vous allez laisser le pass sanitaire en place ? Et est-ce que vous allez mettre en place l'injection obligatoire? Mais on veut vraiment une réponse claire de votre part, Monsieur Zemmour. Écoutez, moi, on a discuté déjà, on a eu cette discussion déjà tout à l'heure. Je ne suis pas pour l'injection obligatoire, ça au moins c'est clair. Maintenant, pour le pass sanitaire, j'ai dit tout à l'heure que moi, ça ne me gênait pas. Je peux comprendre les dangers. Ce que vous y voyez, le danger que vous y voyez, de toute façon, je pense qu'il faut arrêter avec ce pass sanitaire. On va bien arrêter à un moment. Donc oui, il faudra l'arrêter et je ne vois pas trop l'intérêt, surtout que si on nous dit que la vaccination n'a pas les effets aussi positifs qu'on le croyait initialement. Que vous dire d'autre? C'est toujours un peu compliqué de prendre des décisions quand on n'est pas, au pouvoir. C'est toujours un peu facile d'aller dans le sens du vent et de vous dire mais oui, vous inquiétez pas, j'arrêterai ça. Faut être honnête avec vous. Moi, je vous dis, ce pass sanitaire, je vois bien les dangers qu'il y a derrière, mais ça ne me dérange pas. Je comprends les risques, il faudra simplement les empêcher. De toute façon, je pense vraiment qu'il ne faut pas se laisser disperser. Je pense que le sujet essentiel n'est pas là. Le sujet essentiel, c'est est-ce que la France restera la France? Et il ne faut pas nous diviser, il ne faut pas tomber dans le piège que nous tend Emmanuel Macron et que nous tendent les élites médiatiques. Si vous voulez, on veut nous séparer, on veut nous diviser autour de cette question. Moi, je pense qu'il faut nous rassembler autour de la question essentielle pour la survie du peuple français, qui est est-ce que la France restera la France? Eh bien, écoutez, vous vouliez des réponses claires, Julien, il me semble que vous les avez eues. Et nous sommes avec Mathieu qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonjour Mathieu. Mathieu, oui, bonjour. Oui. Bonjour Mathieu. Et bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Zemmour. Bonjour Monsieur. Bonjour, je voudrais poser une question à Monsieur Zemmour, dont je salue la vaillance et la justesse des propos. Je voudrais savoir si à la suite d'une hypothétique élection, vous seriez prêt à réformer totalement le droit à la légitime défense. Qui est, comme vous le savez certainement, monsieur, le vecteur de désagréables histoires de bijoutiers condamnés plus durement que leurs cambrioleurs, ou encore de petits vieux qui ont eu la malheureuse
l'acte malheureux d'abattre leurs cambrioleurs et qui finalement finissent leur vie au pénal, saignés à blanc par les frais de justice ainsi que par la rente de Baudot. Et pour finir, oui, allez-y Mathieu. Pour finir, allez-vous, et pour toujours aller dans le même sens du coup, seriez-vous favorable à un rétablissement du port d'armes seulement pour les Français sans casier judiciaire, comme c'est le cas dans beaucoup de pays européens? Parce qu'aujourd'hui, Monsieur Zemmour, nos femmes sont violées, nos prêtres sont égorgés, nos instituteurs sont décapités et on nous a volé le droit de nous défendre. Alors, il est vrai que ce droit de vous défendre a été un des grands acquis révolutionnaires. On l'oublie aujourd'hui. C'est la révolution qui a permis à tous les Français, et non plus seulement aux aristocrates, de porter une arme. Et ça a été une grande conquête révolutionnaire. La gauche, évidemment, l'a oublié. Maintenant, je comprends très bien ce que vous dites sur le désespoir de tous ces gens qui ne peuvent pas se défendre, et alors que les méchants, comme on disait au 19e siècle, sont armés. Je pense qu'il faudra effectivement modifier la loi sur la légitime défense, d'abord celle des policiers. C'est-à-dire que déjà, je pense que les policiers doivent être... Ils n'ont pas le droit. Exactement. Aujourd'hui, ils sont encadrés par des règles beaucoup trop sourcilleuses. Moi, vous savez, je comprends ce que vous dites, mais je pense que ce que vous dites est une conséquence de la faiblesse et du laxisme de l'État. Il faut que l'État et la police rétablissent l'ordre avec la plus grande fermeté. Et là, votre question tombera d'elle-même, c'est-à-dire que les Français n'auront pas besoin d'être armés pour se défendre contre les voyous. Je pense que c'est à l'État de faire ce boulot. C'est l'État qui a le monopole de la violence légitime. Et si on n'y arrive pas, là, on pourra s'interroger sur ce que vous dites. Mais Éric Zemmour, il y a la question de la justice que posait Mathieu. Évidemment, la justice, c'est évident, sera un des premiers thèmes majeurs. On sait aujourd'hui que le problème de la police, c'est la justice. On sait aujourd'hui qu'il y a, pour des raisons objectives, c'est-à-dire le manque de places de prison, et pour des raisons subjectives, c'est-à-dire l'idéologie gauchiste de beaucoup de magistrats, pas tous d'ailleurs, il faut le rappeler, mais ces deux éléments concordent pour qu'il y ait un laxisme énorme de la justice et que les policiers voient revenir des malfrats qu'ils ont incriminés et qu'ils les voient revenir une fois, 2 fois, 10 fois, parce que la justice les relâche. Donc ça, effectivement, il faudrait s'en occuper sérieusement. Mais vous savez, déjà, si on arrête les flux migratoires, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, j'ai lu un rapport récent fait par la police et la gendarmerie de 2020 qui fait état de toutes les bandes de malfrats en France, à part les Corses. Il n'y a plus un nom français là-dedans. Donc, si vous voulez, on voit bien que ce sont pour la plupart des bandes étrangères. Donc, si on arrête les flux, si on expulse les délinquants étrangers, si on étend la déchéance de nationalité pour les crimes et pour les délits importants comme le trafic de drogue, parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui ont la double nationalité, franco-algérienne, franco-marocaine, franco-sénégalaise, ces gens-là verront leur nationalité être déchue française, et donc ils seront de nouveau expulsables. On peut déjà se donner de l'air. Vous voyez, il y a toute une politique. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, un peu ironiquement, j'ai découvert avec le Covid que l'État pouvait retrouver de sa force. Je pense qu'il faudrait qu'il retrouvât de sa force pour la survie du pays. Et juste un mot, Mathieu, je voudrais rappeler cette formidable phrase de l'humoriste Alphonse Carr. Il disait « Je suis contre la peine de mort, mais que messieurs les assassins commencent ». Et nous avons un autre auditeur, Julien, qui nous appelle de Créteil. Bonjour Julien. Oui, bonjour Augustin, bonjour André, bonjour Monsieur Zemmour. Bonjour Julien. Ravi d'échanger avec vous. Alors Merci. écoutez, je partage un certain nombre de points avec vous, notamment sur le fait que le rassemblement familial ne gagnera jamais, et qu'effectivement sur l'immigration il faut faire quelque chose. Ça, ceux qui vous disent l'inverse sont de parfaits hypocrites. En revanche, vous avez dit tout à l'heure que celui qui impose le débat de la présidentielle la gagne. Donc pourquoi en fait vous n'imposez pas le débat, notamment sur l'Union européenne, et je vais y venir pourquoi sur ce point-là, qui est pourtant fondamental parce que tout découle effectivement de ce sujet. Comment vous voulez effectivement, Monsieur Zemmour, régler les problèmes d'immigration sans sortir de Schengen? Mais parce que tout simplement, on le peut.
parce que je pense que il ne sert à rien de dire Frexit, 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 de sauter sur sa chaise comme un cabri, parce que d'abord, on n'aura jamais de majorité là-dessus. Vous rappelez que Marine Le Pen s'est épuisée sur la sortie de l'euro en 2017, qu'on va affoler les gens, qu'on va surtout rompre l'alliance politique et sociologique des classes populaires et d'une bourgeoisie patriote qui serait d'accord pour lutter contre l'invasion migratoire, mais qui ne serait pas d'accord pour sortir de l'euro et de l'Europe. Et donc, on a perdu d'avance. C'est une stratégie perdante. Par ailleurs, sur le fond, je pense qu'on peut effectivement faire un rapport de force avec la Commission européenne, avec les autorités judiciaires européennes, regarder ce que font des pays comme la Pologne et la Hongrie, qui sont dépendants des contributions financières de Bruxelles. Et d'ailleurs, Bruxelles, de façon éhontée, ne se prive pas de faire du chantage aux subventions européennes. Nous sommes contributifs. Donc si la Commission européenne vient nous embêter, on peut dire qu'on supprime nos contributions. Je vous rejoins là-dessus, mais vous savez très bien, monsieur Zemmour, que renégocier ou réformer, c'est impossible. Mais je ne veux pas renégocier. Monsieur, je ne veux pas renégocier. Je veux simplement dire, la France fait ce qu'elle veut sur 2-3 sujets, immigration, industrie, et nous attendons une renégociation. S'il n'y a pas de renégociation, on s'en moque, puisque de toute façon, on prendra des mesures. Que va faire la Commission de Bruxelles ? Comme disait Jacques Chirac, elle va nous déclarer la guerre ? Non. Vous savez très bien qu'avec l'euro, on peut nous copier. Pas du tout, monsieur, on ne peut rien faire. On est la France. Est-ce que vous vous rendez compte que la Pologne et la Hongrie résistent et la France ne le pourrait pas ? Encore le zloty en Pologne, monsieur Zemmour, vous le savez, ça c'est quand même une des grosses différences. Ils ont encore leur monnaie nationale. Oui, et alors ? Et donc nous, moi je veux bien, je vous suis, je vous dis, je moi je pense, si vous voulez, qu'il faut effectivement que la France cesse de vouloir être le bon élève de l'Europe, que la France cesse de vouloir toujours plus d'intégration européenne, que la Commission de Bruxelles cesse de déborder de ses compétences et qu'on revienne au principe sain de l'Europe qui est la subsidiarité, et donc que l'État national reprenne un maximum de compétences. Mais ça, on peut le faire sans sortir de l'Europe. On n'aura pas de majorité, cher monsieur, pour sortir de l'Europe parce que les Français ne sont pas les Anglais. Voilà, c'est comme ça. C'est une banalité, mais c'est comme ça. On n'a pas eu la même histoire au XXe siècle. On a perdu des guerres là où les Anglais l'ont gagné. On ne s'assume plus comme seul contre tous. On l'a fait jadis. On a affronté toute l'Europe, mais on ne l'assume plus. Il faut prendre le peuple français comme il est aujourd'hui et l'histoire de France là où elle est. Il a voté non en 2005. Oui, mais il a voté non en 2005, mais l'enjeu n'était pas la sortie de l'Europe, cher monsieur. Ouais, excusez-moi, c'était repousser le traité constitutionnel. C'est vrai, oui. Même monsieur Macron à la BBC en 2017 avait reconnu que s'il y avait un référendum sur le Frexit, il y aurait probablement, aux journalistes de la BBC, il lui avait dit il y aura probablement une majorité qui voterait pour. Je pense que monsieur Macron se trompe et que monsieur Macron veut faire peur. C'est toujours la même technique. Il veut faire peur parce qu'il sait justement qu'il y a une majorité qui est contre le Frexit. Et nous avons un dernier auditeur absolument, Théophile, qui nous appelle du Calvados, et merci à Julien de nous avoir appelé. Bonjour Théophile. Oui, bonjour Théophile. Bonjour à tous, merci de me recevoir sur votre plateau. Monsieur Zemmour, j'avais une question concernant la chasse en France. On se présente beaucoup de personnes, nous les chasseurs et les ruraux. On vit en campagne, on a des traditions, on les respecte, mais on a l'impression de ne plus être écouté et même humilié parfois par la doxa dominante, les écologistes, l'Europe, qui nous restreint énormément. Je voulais avoir votre avis nous concernant, s'il vous plaît. Écoutez, moi je vais vous dire, j'apprécie beaucoup le respect des traditions. Donc je ne vais pas du tout vous faire la leçon, je ne suis pas spécialement chasseur, mais je comprends très bien ce côté convivial, chaleureux, et cette volonté d'être comme ça, de se retrouver au petit matin dans les buissons, et voilà, je comprends très bien ça. Je pense effectivement qu'il faut arrêter de mépriser, d'insulter les chasseurs qui sont en vérité un des éléments majeurs de l'équilibre naturel, parce qu'on l'oublie toujours, mais la nature est une fabrication de l'homme.
Donc c'est pas comme ça tombe pas du ciel. Les hommes ont façonné cette nature depuis des millénaires. Maintenant, effectivement, c'était pas mon tempérament premier, mais j'ai des amis qui m'alertent, qui me disent, regarde, il y a quand même des choses scandaleuses. La souffrance animale est intolérable. L'industrie agroalimentaire fait des choses horribles. C'est pas vous, évidemment. Il y a des actes cruels, comme la chasse à la glu. Je connaissais même pas ça, je vous avoue. Pourquoi avoir des choses cruelles? Pourquoi tolérer des viandards, comme on dit, qui sont là que pour tirer tous azimuts? Non, je pense qu'il faut trouver un équilibre. Le respect des traditions et effectivement sans la cruauté à l'égard des animaux. Mais je suis sûr, pardonnez-moi, mais je suis sûr qu'on peut trouver un équilibre si on cesse d'insulter les uns et les autres. Merci Julien. Et je crois que là, on va effectivement faire une petite pause et on se retrouve ensuite. Et Éric Zemmour, on vous suit jusqu'à la présidentielle. Donc. Merci à vous. En tout cas, merci de m'avoir reçu aussi gentiment. Et je rappelle le titre de votre livre, La France n'a pas dit son dernier mot, aux éditions Rubempré. Puis vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour débriefer cette interview ou alors réagir sur le crédit social à la chinoise. À tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour